comme les petits pois dans une casserole ou les oiseaux du même plumage. Seuls ou ensemble, vous constaterez que nous sommes deux. Il était la légende la plus douce d'Hollywood jusqu'à ce qu'il exclue une personne à jamais. Pas un rival, pas un producteur, quelqu'un de plus proche et de bien plus dangereux. De l'ombre d'un père à une carrière bâtie sur le charme, Dick Van Dyke a finalement révélé la vérité cachée. La ligne qu'il a tracée, le vœu qu'il a fait et le moment où il a refusé de lui parler à nouveau resté. Parce que la révélation change tout ce que vous pensez savoir. Tout le monde connaissait Dick Van Dyke comme l'homme capable de vous faire rire simplement trébuchant sur un repose-pied. Son sourire était désarmant, son charme naturel et sa réputation irréprochable. Mais derrière cette façade chaleureuse, quelque chose d'autre se tramait, quelque chose qu'il ne pouvait même pas cacher éternellement. Des années plus tard, lorsqu'il a finalement parlé de cela, les fans ont été stupéfaits. Le clown le plus gentil du monde a admis qu'il vivait dans l'ombre. Pas une autre personne, pas un ennemi à Hollywood, mais une version de lui-même qui l'entraînait lentement vers le bas. Tout a commencé par une confession qu'il n'a pas faite à la presse ni à son public, mais dans la sécurité d'une thérapie. Dick a révélé que l'homme que l'Amérique adorait à l'écran était enfermé dans une bataille avec un tout autre homme. Cet autre lui était plus sombre, plus dangereux et beaucoup plus difficile à faire taire. Pendant des décennies, il s'était battu contre une faiblesse qui menaçait de consumer sa carrière, ses relations et même sa vie. Ce qui a rendu la révélation encore plus choquante, c'est que Dick a admis qu'il ne se battait pas seulement contre une addiction. Il répétait l'histoire, son père, Loren, surnommé Cookie, avait suivi le même chemin. Cookie était un voyageur de commerce souvent absent pendant de longues périodes. Et quand il était à la maison, il n'était pas toujours présent. L'alcool était sa béquille et le jeune Dick a vu ce que cela faisait à sa famille. Il a vu la distance que cela créait, le poids que cela imposait à sa mère et la confusion que cela laissait chez les enfants. Des années plus tard, lorsque Dick était thérapie, il a reconnu quelque chose de terrifiant. Il était devenu son père. Le sourire, le slapstick, le succès. Rien de tout cela n'avait d'importance lorsqu'il se regardait dans le miroir et voyait le même schéma destructeur lui rendre son regard. Cette prise de conscience a été plus profonde que n'importe quel titre de tabloïd ou rumeur hollywoodienne. Pour Dick, qui s'était forgé une réputation de symbole de gentillesse et d'optimisme, c'était une trahison de ses propres valeurs. Il s'était toujours promis de ne jamais devenir le genre d'homme que son père avait été pendant ces années sombres. Pourtant, le voilà, des décennies après le début de sa carrière, admettant tranquillement qu'il menait une double vie, les fans ne se doutaient de rien. À la télévision, il était l'éternel optimiste, un homme dont le nom même était synonyme de joie, mais privé, Dick avait atteint le point où il ne pouvait plus faire semblant. Il a dit à son thérapeute et a admis publiquement plus tard qu'il devait tracer une ligne. Pour se sauver, il devait refuser de parler à cet autre homme à jamais. La version de lui-même qui tendait la main vers la bouteille, qui se distançait de ses proches, qui menaçait de défaire tout ce qu'il avait construit. Ce vœu allait changer le cours de sa vie. C'était le jour où le sourire s'est effacé juste assez longtemps pour montrer les fissures dessous. Pour un artiste qui semblait incapable de colère ou de cruauté, c'était impensable. Mais ce qui s'est passé ensuite a prouvé que la décision de Dick de faire taire cette ombre n'était pas seulement une question de survie, elle allait se répercuter sur sa carrière, sa famille et l'héritage qu'il laissait derrière lui. Car bientôt, ces batailles cachées ont commencé à déborder sur la scène même qu'il a rendue célèbre. Avant qu'il n'essayait Hollywood, avant les lumières dites et lumières vives, et comme il y ait le timing comique parfait, il y avait un petit garçon qui grandissait à Donville, dans l'Illinois. Ce garçon était Dick Van Dyke. Et au centre de son enfance se tenait une figure compliquée. Son père, Loren, connu de tous sous le nom de Cookie. Cookie n'était pas le genre de père que l'on voyait tous les soirs à table. C'était un voyageur de commerce, absent pendant des jours ou des semaines à la fois. Et quand il était à la maison, la chaleur n'était pas toujours là. Son travail l'éloignait, mais c'était autre chose qui construisait le mur entre lui et ses enfants. L'alcool. La consommation d'alcool de Cookie a creusé la première ligne de fracture dans la famille Van Dyke. Dick se souvenait de son père comme d'un homme charmant et amusant par moments,
mais aussi distant, imprévisible et enclin à se replier sur lui-même lorsque la bouteille prenait le dessus. Pour un jeune enfant, c'était déroutant. L'homme qui était censé être le fondement du foyer se sentait souvent comme un fantôme, présent mais inaccessible. La mère de Dick, Hazel, travaillait dur pour combler les lacunes, mais la tension était évidente. Le foyer est devenu un lieu où l'amour et le rire se mêlaient au silence et à la déception. Ce qui rend cela si effrayant, c'est que Dick a gardé le souvenir de ces années avec lui longtemps après l'arrivée de la célébrité. Il admettra plus tard que son père a fini par arrêter de boire, un triomphe pour Cookie. Mais à ce moment-là, l'empreinte avait déjà été faite. Dick avait vu comment l'alcool pouvait engloutir un homme tout entier, comment il pouvait créer des fissures dans une famille qui ne s'était jamais complètement refermée. Et l'ironie, l'amère ironie, c'est qu'il allait un jour suivre le même chemin presque pas à pas. L'image de Cookie planait sur lui comme un fantôme dans les coulisses d'un théâtre. Peu importe la hauteur à laquelle Dick grimpait, le spectre des habitudes de son père persistait. Même lorsqu'il faisait rire l'Amérique, il savait au fond de lui que les mêmes démons contre lesquels son père s'était battu l'attendaient aussi. C'était comme une malédiction transmise non pas par des mots ou une discipline, mais par le silence et l'exemple. C'est là que l'histoire prend son premier tournant dramatique. Parce que lorsque Dick s'est finalement regardé dans le miroir des années plus tard et a vu son propre reflet le fixer, il n'a pas seulement vu l'acteur adoré qui a fait sourire des millions de personnes. Il a vu son père, Cookie, l'homme qu'il s'était promis de ne jamais devenir. Cette prise de conscience l'a frappé comme un coup de foudre. Il ne s'agissait plus seulement de sa propre faiblesse, il s'agissait du cycle des dommages se répétant à travers les générations. Et à ce moment-là, la ligne de faille de son passé est devenue une bombe à retardement dans son présent. L'image parfaite de Dick Van Dyke, l'éternel optimiste, était équilibre au-dessus d'une blessure d'enfance qui ne s'était jamais complètement refermée. Et alors que le succès affluait et que les projecteurs se faisaient plus ardents, cette vieille blessure était sur le point de s'ouvrir d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Parce que la scène qui l'a rendu célèbre n'a pas seulement amplifié son talent, elle a aussi amplifié ses secrets. Lorsque le Dick Van Dyke Show a explosé sur les écrans de télévision au début des années 1960, cela ressemblait à de la pure magie. L'alchimie entre Dick et Mary Tyler Moore, l'écriture pointue de Carl Reiner et la comédie aux membres de caoutchouc de Dick ont fait de la série un phénomène. L'Amérique a vu un homme qui semblait naturellement heureux, capable de transformer n'importe quel incident en rire. Mais dans les coulisses, son monde basculait lentement. La célébrité est un cadeau, mais c'est aussi une cocotte minute. Du jour au lendemain, Dick est passé d'un artiste difficulté à un nom connu de tous. Soudain, le poids des attentes était écrasant. Semaine après semaine, des millions de personnes se sont connectées, attendant qu'il soit parfait. Les producteurs et les chaînes de télévision exigeaient la perfection. Même Carl Reiner a failli abandonner une fois après que la chaîne ait tenté de censurer un épisode auquel il croyait. Pour Dick, le moyen le plus facile de faire baisser cette tension était le même que celui de son père, buvant. Au début, cela semblait inoffensif, juste une façon de se détendre après les répétitions. Mais petit à petit, l'habitude s'est renforcée. Il a avoué des années plus tard qu'une grande partie des années 1960 et 1960 s'est déroulée sous l'emprise de l'alcoolisme. Ce qui est choquant, c'est à quel point il l'a bien caché. Sur le plateau, il ne semblait jamais diminuer. Il maîtrisait toujours ses répliques, charmait ses costards et réussissait ses chutes de Pratt avec un timing parfait. Mais une fois que les caméras s'arrêtaient, la spirale se resserrait. Le sourire était réel, mais il était alimenté par quelque chose qu'il ne voulait que personne ne voie. C'est ce qui rendait cela si tragique. Toute la réputation de Dick reposait sur le fait d'être le gentil garçon. Ses collègues l'adoraient, les fans le vénéraient, et la presse ne l'a jamais dépeint comme difficile. Pourtant, à l'intérieur, il menait une guerre secrète. Il a admis plus tard que la dépendance n'était ni glamour ni spectaculaire. Elle était silencieuse, insidieuse et implacable. Il se réveillait jurant d'arrêter, mais retombait dans ses travers le soir. Et bien que peu ait en parlé, la tension s'est répercutée sur ses relations. La spirale ne concernait pas seulement l'alcool, la machine à célébrité elle-même y a contribué.
Derrière les applaudissements, il y avait des chuchotements de désaccords créatifs et de pression tacite. Alors que l'étoile de Mary Tyler Moore montait flèche, les rumeurs de tension sur le plateau se faisaient de plus fortes. La série restait soignée pour les téléspectateurs, mais pour ceux qui la vivaient, les fissures étaient évidentes. C'était la contradiction qui définissait la vie de Dick, adoré par des millions de personnes pour avoir répandu la joie, mais privé, lié à quelque chose qui pouvait détruire tout ce qu'il avait construit. Il méprisait cette identité secrète, comme s'il vivait comme deux hommes différents à la fois. Et alors que les audiences montaient flèche, il savait que la double vie ne pouvait pas durer éternellement, quelque chose devait céder. Et lorsque cela s'est produit, cela n'a pas seulement menacé sa carrière, cela a brisé son mariage, sa famille et l'image même qui le rendait intouchable parce que le projecteur n'était pas le seul endroit où des fissures commençaient à apparaître. À l'écran, Dick Van Dyke et Mary Tyler Moore ressemblaient au couple parfait. Leur alchimie était électrique, si convaincante que beaucoup juraient qu'ils devaient être amoureux hors écran. Chaque sourire et chaque échange enjoué semblaient naturels. Ils étaient le couple de rêve de la télévision américaine, drôle, charmant et sain. Mais dans les coulisses, l'histoire n'était pas tout à fait aussi parfaite. Mary était jeune, ambitieuse et incroyablement talentueuse. Elle n'avait que 20 ans lorsque la série a commencé et son ascension fulgurante vers la célébrité s'est accompagnée de ses propres pressions. Les projecteurs l'adoraient, mais ils l'examinaient également à la loupe. Pour Dick, travailler aux côtés de quelqu'un dont l'étoile montait si vite était à la fois excitant et stimulant. Leur amitié était sincère, mais mise à l'épreuve par de longues heures de travail, des désaccords créatifs et le poids discret de la compétition. Des rumeurs laissaient entendre que tous les jours sur le plateau n'étaient pas joyeux. Dick luttait contre l'alcool, tandis que Mary menait ses propres batailles, admettant plus tard qu'elle aussi comptait sur la boisson pour faire face à la situation. Deux stars côte à côte, portant de lourds secrets, tout incarnant le couple le plus léger d'Amérique. C'est presque impensable. Des rétrospectives ultérieures ont suggéré que des tensions éclataient parfois, bien que les deux soient restés respectueux. Mary a avoué qu'elle ressentait une immense pression pour être à la hauteur de l'image de Laura Petrie, tandis que Dick a admis que Mary était si talentueuse qu'elle l'éclipsait souvent. Mais l'admiration n'a pas effacé l'épuisement. Et lorsque les caméras s'arrêtaient de tourner, l'atmosphère n'était pas toujours détendue. Karl Reiner protégeait farouchement les acteurs. Pourtant, même lui ne pouvait pas bloquer toute l'attention. Lorsque les dirigeants faisaient pression ou que les censeurs interféraient, le stress se répercutait sur tout le monde. Combiné à la consommation d'alcool de Dick et aux propres difficultés de Mary, la magie que les spectateurs adoraient avait un prix élevé. Voici la vérité choquante, ils ne l'ont jamais laissé paraître, les performances sont restées impeccables et même aujourd'hui, les rediffusions cachent le poids invisible qu'ils portaient. C'est le paradoxe d'Hollywood, ce qui semble naturel peut être le travail le plus difficile de tous. Au fil des saisons, les fissures n'ont fait que s'aggraver. La vie privée de Dick était mise à rude épreuve sous les projecteurs et Mary a dû faire face à ses propres tempêtes. Leur brillant partenariat masquait une vérité douloureuse. Tous deux se rapprochaient de points de rupture que personne ne pouvait voir, et pour Dick, les retombées ne se limitaient non pas au plateau. Sa spirale privée était sur le point de déchirer son mariage. Et lorsque cela s'est produit, les tabloïds se sont régalés. Pendant des décennies, Dick Van Dyke et sa femme Margie Willett ont ressemblé au couple hollywoodien parfait. Ils s'étaient mariés en 1948, bien avant la célébrité, et avaient élevé 4 enfants ensemble. Mais alors que la carrière de Dick montait flèche, le mariage a commencé à se fracturer, sa consommation d'alcool a créé une distance, puis est apparu quelque chose d'encore plus difficile à cacher. Une longue relation avec l'actrice Michelle Triola. Michelle n'était pas une simple passade, elle est restée au centre de sa vie pendant plus de 30 ans. Pour le public, c'était scandaleux, pour sa famille, dévastateur. Les tabloïds se sont repus de l'histoire, brossant un tableau choquant du gentil garçon préféré de l'Amérique menant une double vie. 1984, après 36 ans, Dick et Margie ont divorcé silence. Elle avait été là avant la célébrité et la fortune, et maintenant, elle était partie. Pour Dick, ce fut un tremblement de terre émotionnel. Il a admis plus tard que les choix de cette époque le hantaient.
La preuve que même la star la plus aimée n'était pas à l'abri de la trahison ou du regret. Ce qui est choquant, ce n'est pas seulement l'affaire, c'est combien de temps il a vécu dans cette double vie, jonglant entre la paternité et un secret douloureux. Pour la plupart, cela aurait mis fin à une carrière. Pour Dick, c'est devenu une partie de sa vérité cachée, un fardeau qu'il a porté dans le chapitre suivant de sa vie. Et bientôt, ce chapitre l'obligerait à une remise question encore plus dangereuse qu'un mariage brisé, parce que la bataille à venir était une bataille qui menaçait sa survie même. Au début des années 1970, la façade se fissurait de plus. Le sourire légendaire, les chutes de Pratt sans effort, le charme infini. Rien de tout cela ne pouvait cacher la vérité éternellement. Dick Van Dyke avait touché le fond. L'alcool, qui semblait autrefois être une échappatoire inoffensive aux pressions de la célébrité, avait resserré son emprise au point de menacer de l'engloutir tout entier. Il a admis plus tard que cette habitude n'était ni glamour ni dramatique. C'était lent, implacable et humiliant. Il se réveillait jurant qu'il allait arrêter, mais se retrouvait dans le même cycle destructeur le soir venu. Le point de rupture est survenu avec un moment de miroir, littéralement. Un matin, fixant son reflet, il s'est rendu compte qu'il ne reconnaissait plus l'homme qui le regardait. Il ne voyait pas l'acteur adoré, le père adoré ou le nom connu de tous. Il voyait le fantôme de son père, Cookie, le même homme qui avait été absent, qui avait utilisé la bouteille comme bouclier, et cette prise de conscience l'a ébranlé jusqu'à la moelle. Il a avoué plus tard que ce moment était comme regarder une version de lui-même qu'il ne pouvait plus laisser exister. Il savait qu'il devait rompre les liens avec cet homme à jamais. L'homme qui tendait la main vers l'alcool, l'homme qui a déçu sa famille, l'homme qui menaçait de détruire tout ce pour quoi il avait travaillé, ce vœu d'arrêter de boire n'était pas seulement une décision privée, il est devenu le pivot déterminant de sa vie. 1974, il a joué dans un film fait pour la télévision intitulé The Morning After. Le rôle était étrangement proche de lui. Un présentateur de nouvelles alcooliques dont la carrière et la vie personnelle s'effondrent sous le poids de la dépendance. Pour Dick, ce n'était pas seulement un autre rôle, c'était un exorcisme. Il a versé chaque once de sa douleur personnelle dans la performance et l'authenticité était impossible à ignorer. Ce qui s'est passé ensuite l'a choqué. Des lettres ont commencé à affluer de téléspectateurs de tout le pays. Des inconnus, des hommes et des femmes qui luttaient silence contre leur propre dépendance, ont écrit pour dire que sa performance leur avait donné le courage d'arrêter. Ils ont dit qu'ils se voyaient dans son personnage, que la brutalité de son portrait leur avait fait affronter leurs propres ombres. Dick s'est rendu compte que son enfer personnel était quelque sorte devenu une bouée de sauvetage pour les autres. Exposant sa vulnérabilité à l'écran, il avait sauvé des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. C'était une victoire douce amère. D'une part, il avait trouvé un moyen de transformer son moment le plus sombre quelque chose de significatif. D'autre part, c'était un rappel constant de la proximité à laquelle il était venu de tout perdre. À partir de ce moment-là, Dick a vécu avec vigilance. Il a admis plus tard qu'il devait rester prudent chaque jour car le danger n'avait jamais complètement disparu. La sobriété n'était pas une ligne d'arrivée, c'était une décision quotidienne, un refus constant de parler à cet autre, lui plus sombre à jamais. Et pourtant, même se reconstruisant, certaines parties de sa vie sont restées emmêlées. Les démons étaient plus silencieux, mais ils n'avaient pas disparu. Et alors qu'il essayait de guérir, une autre épreuve l'attendait. Cette fois, elle n'était pas liée à son propre reflet, mais à son nom de famille, parce que le prochain défi est venu de quelqu'un qui partageait son sang. L'histoire de Dick Van Dyke ne serait pas complète sans son frère cadet, Jerry Van Dyke. Pour le monde, Jerry était le petit frère drôle, parfois maladroit, qui s'était taillé une place dans la comédie. Mais pendant des décennies, il a vécu dans la longue ombre de la célébrité de Dick. Chaque rôle que Jerry a joué, que ce soit dans Coach ou tant que guest star, était inévitablement comparé à l'héritage doré de Dick. Apparence, les frères gardaient les choses légères, se moquant des bizarreries et des personnalités de chacun. Ils ont même partagé du temps d'écran dans des crossovers de sitcoms, riant ensemble devant les caméras.
Mais privé, la dynamique fraternelle était plus compliquée que quiconque ne le réalisait. Jerry était ambitieux, agité et désespéré de sortir de derrière l'image imposante de Dick. Il a fait des choix de carrière qui ont déconcerté les critiques, comme refuser Gilligan's Island ou jouer dans des projets qui ont échoué. Pendant ce temps, Dick continuait de monter flèche, devenant l'emblème de l'âge d'or de la télévision. Des amis proches de la famille ont chuchoté à propos des frustrations de Jerry à propos de la piqûre silencieuse d'être vu comme l'autre Van Dyke. Et bien que Dick n'ait jamais parlé cruellement de son frère, la distance entre eux semblait parfois plus grande que la géographie. Ce qui rend ce chapitre particulièrement frappant, c'est la façon dont Dick l'a géré. Contrairement à ses batailles contre l'alcool, où il devait tracer une ligne claire et impitoyable entre lui et la bouteille, il n'a jamais complètement exclu Jerry. Mais il a appris l'importance des limites. Il a admis plus tard dans sa vie qu'il ne pouvait pas porter les fardeaux de tout le monde, ni ceux de son père, ni ceux de ses frères, ni même son propre passé. Pour survivre, il devait refuser de laisser ses ombres le consumer. Et lorsque Jerry est décédé 2018, la réaction de Dick a été tendre, voire douloureuse. Il s'est souvenu de son frère non pas comme d'un rival, mais comme d'un ami, un compagnon dans le monde imprévisible du spectacle. C'était un rappel que même à travers la rivalité, même à travers la tension, les liens familiaux pouvaient se plier sans se briser. Mais voici la vérité cachée dont on parle rarement. Le vrai Dick Van Dyke qu'il a refusé de nouveau de parler n'était jamais Jerry, jamais un producteur rival, jamais une costard. C'était l'homme plus sombre à l'intérieur de lui-même, celui qui a presque détruit sa carrière, son mariage et sa santé. Thérapie, il a fait le vœu que cet homme était parti exilé à jamais. Il ne lui permettrait jamais de revenir dans la conversation. Tard dans sa vie, Dick a commencé à parler ouvertement. Il a admis la honte, les erreurs et le soulagement d'avoir survécu assez longtemps pour regarder arrière. Il voulait que les gens comprennent que même le clown le plus heureux avait des fantômes et que les faire taire n'était pas facile. Mais traçant cette limite permanente, il ne s'est pas seulement sauvé lui-même. Il a fait un cadeau rare aux fans, la permission d'affronter leurs propres démons sans honte, et donc la révélation choquante est la suivante. Dick Van Dyke, l'homme qui a apporté le rire à des millions de personnes, a porté une fracture cachée toute sa vie, la rivalité d'un frère, le fantôme d'un père, un mariage qui s'est brisé, mais surtout un moi intérieur qu'il a enterré pour de bon. Il a refusé de parler à cet homme à nouveau, et à cause de ce vœu, il a vécu assez longtemps pour transformer ses batailles les plus sombres, un héritage d'espoir.